Victor Hugo, Les travailleurs de la mer. Troisième partie du livre audio, suite de la seconde partie du roman. Chapitre 8, l'ère Bonnie Dundee. Déruchette habitait la plus jolie chambre des Bravées, à 2 fenêtres, meublée en acajou ronceux, ornée d'un lit à rideaux quadrillés vert et blanc, et ayant vue sur le jardin et sur la haute colline où est le château du Val. C'est de l'autre côté de cette colline qu'était le but de la rue. Déruchette avait dans cette chambre sa musique et son piano. Elle s'accompagnait de ce piano en chantant l'air qu'elle préférait, la mélancolique mélodie écossaise Bonnie Dundee. Tout le soir est dans cet air, toute l'aurore était dans sa voix. Cela faisait un contraste doucement surprenant. On disait « Miss Déruchette est à son piano », et les passants du bas de la colline s'arrêtaient quelquefois devant le mur du jardin des Bravées pour écouter ce chant si frais et cette chanson si triste. Déruchette était de l'allégresse allant et venant dans la maison. Elle y faisait un printemps perpétuel. Elle était belle, mais plus jolie que belle, et plus gentille que jolie. Elle rappelait au bon vieux pilote ami de mess Lethierry cette princesse d'une chanson de soldats et de matelots qui était si belle qu'elle passait pour telle dans le régiment. Mess Lethierry disait « Elle a un câble de cheveux ». Dès l'enfance, elle avait été ravissante. On avait craint longtemps son nez, mais la petite, probablement déterminée à être jolie, avait tenu bon. La croissance ne lui avait fait aucun mauvais tour. Son nez ne s'était ni trop allongé, ni trop raccourci. Et en devenant grande, elle était restée charmante. Elle n'appelait jamais son oncle autrement que « mon père ». Il lui tolérait quelques talents de jardinière et même de ménagère. Elle arrosait elle-même ses plates-bandes de roses trémières, de molènes pourpres, de phlox vivaces et de benoîtes écarlates. Elle cultivait le crépi rose et l'oxalide rose. Elle tirait parti du climat de cette île de Guernesey, si hospitalière aux fleurs. Elle avait, comme tout le monde, des aloés en pleine terre, et, ce qui est plus difficile, elle faisait réussir la potentille d'une épaule. Son petit potager était savamment ordonné. Elle y faisait succéder les épinards aux radis et les pois aux épinards. Elle savait semer des choux-fleurs de Hollande et des choux de Bruxelles qu'elle repiquait en juillet, des navets pour août, de la chicorée frisée pour septembre, des panais ronds pour l'automne et de la réponse pour l'hiver. Mess Lethierry la laissait faire, pourvu qu'elle ne maniât pas trop la bêche et le râteau, et surtout qu'elle ne mît pas l'engrais elle-même. Il lui avait donné 2 servantes, nommées l'une Grâce et l'autre Douce, qui sont 2 noms de Guernesey. Grâce et Douce faisaient le service de la maison et du jardin, et elles avaient le droit d'avoir les mains rouges. Quant à mess Lethierry, il avait pour chambre un petit réduit donnant sur le port et attenant à la grande salle basse du rez-de-chaussée où était la porte d'entrée et où venaient aboutir les divers escaliers de la maison. Sa chambre était meublée de son branle, de son chronomètre et de sa pipe. Il y avait aussi une table et une chaise. Le plafond, à poutres, avait été blanchi au lait de chaux ainsi que les 4 murs. À droite de la porte était cloué l'archipel de la Manche, belle carte marine portant cette mention « W. Faden, 5 Charing Cross, géographeur to His Majesty ». Et à gauche, d'autres clous étalaient sur la muraille un de ces gros mouchoirs de coton où sont figurés en couleurs les signaux de toute la marine du globe, ayant aux 4 coins les étendards de France, de Russie, d'Espagne et des États-Unis d'Amérique, et au centre l'Union Jack d'Angleterre. Douce et Grâce étaient 2 créatures quelconques, du bon côté du mot. Douce n'était pas méchante et Grâce n'était pas laide. Ces noms dangereux n'avaient pas mal tourné.
Douce, non mariée, avait un galant. Dans les îles de la Manche, le mot est usité, la chose aussi. Ces deux filles avaient ce qu'on pourrait appeler le service créole, une sorte de lenteur propre à la domesticité normande dans l'archipel. Grace, coquette et jolie, considérait sans cesse l'horizon avec une inquiétude de chat. Cela tenait à ce qu'ayant, comme Douce, un galant, elle avait, de plus, disait-on, un mari matelot, dont elle craignait le retour. Mais cela ne nous regarde pas. La nuance entre Grace et Douce, c'est que, dans une maison moins austère et moins innocente, Douce fut restée la servante et Grace fut devenue la soubrette. Les talents possibles de Grace se perdaient avec une fille candide comme Déruchette. Du reste, les amours de Douce et de Grace étaient latents. Rien n'en revenait à mess Lethierry, et rien n'en rejaillissait sur Déruchette. La salle basse du rez-de-chaussée, halle à cheminée entourée de bancs et de tables, avait, au siècle dernier, servi de lieu d'assemblée à un conventicule de réfugiés français protestants. Le mur de pierre nue avait pour tout luxe un cadre de bois noir où s'étalait une pancarte de parchemin ornée des prouesses de Bénigne Bossuet, évêque de Meaux. Quelques pauvres diocésains de cet aigle, persécutés par lui lors de la révocation de l'édit de Nantes et abrités à Guernesey, avaient accroché ce cadre à ce mur pour porter témoignage. On y lisait, si l'on parvenait à déchiffrer une écriture lourde et une encre jaunie, les faits peu connus que voici. Le 29 octobre 1685, démolition des temples de Morcef et de Nanteuil, demandée au roi par monsieur l'évêque de Meaux. Le 2 avril 1686, arrestation de Cochard père et fils pour religion à la prière de monsieur l'évêque de Meaux. Relâchés. Les Cochards ayant abjuré. Le 28 octobre 1699, monsieur l'évêque de Meaux envoie à monsieur de Pontchartrain un mémoire remontrant qu'il serait nécessaire de mettre les demoiselles de Chalande et de Neuville, qui sont de la religion réformée, dans la maison des Nouvelles catholiques de Paris. Le 7 juillet 1703 est exécuté l'ordre demandé au roi par monsieur l'évêque de Meaux de faire enfermer à l'hôpital le nommé Baudouin et sa femme, mauvais catholiques, de Fublaine. Au fond de la salle, près de la porte de la chambre de mess Lethierry, un petit retranchement en planches qui avait été la chaire huguenote était devenu, grâce à un grillage avec chatière, l'office du bateau à vapeur, c'est-à-dire le bureau de la Durande, tenu par mess Lethierry en personne. Sur le vieux pupitre de chêne, un registre aux pages côté, doigt et avoir remplaçait la Bible. Chapitre 9. L'homme qui avait deviné Rantaine. Tant que mess Lethierry avait pu naviguer, il avait conduit la Durande, et il n'avait pas eu d'autres pilotes et d'autres capitaines que lui-même. Mais il était venu une heure, nous l'avons dit, où mess Lethierry avait dû se faire remplacer. Il avait choisi pour cela sieur Clubin de Torteval, homme silencieux. Sieur Clubin avait sur toute la côte un renom de probité sévère. C'était l'alter ego et le vicaire de mess Lethierry. Sieur Clubin, quoiqu'il eût plutôt l'air d'un notaire que d'un matelot, était un marin capable et rare. Il avait tous les talents que veut le risque perpétuellement transformé. Il était arrimeur habile, gabier méticuleux, bosseman soigneux et connaisseur, timonier robuste, pilote savant et hardi capitaine. Il était prudent et il poussait quelquefois la prudence jusqu'à oser ce qui est une grande qualité à la mer. Il avait la crainte du probable, tempérée par l'instinct du possible. C'était un de ces marins qui affrontent le danger dans une proportion à eux connue et qui, de toute aventure, savent dégager le succès. Toute la certitude que la mer peut laisser à un homme, il l'avait. Sieur Clubin, en outre, était un nageur renommé. Il était de cette race d'hommes rompus à la gymnastique de la vague, qui reste tant qu'on veut dans l'eau, qui, à Jersey,
partent du havre des Pas, doublent la Colette, font le tour de l'Ermitage et du château Élisabeth et reviennent au bout de 2 heures à leur point de départ. Il était de Torteval, et il passait pour avoir souvent fait à la nage le trajet redouté des Hanois à la pointe de Pleinmont. Une des choses qui avait le plus recommandé sur Clubin à Mess le Thierry, c'est que, connaissant ou pénétrant Rantaine, il avait signalé à Mess le Thierry l'improbité de cet homme, et lui avait dit « Rantaine vous volera », ce qui s'était vérifié. Plus d'une fois, pour des objets, il est vrai, peu importants, Mess le Thierry avait mis à l'épreuve l'honnêteté poussée jusqu'aux scrupules de sieur Clubin, et il se reposait de ses affaires sur lui. Mess le Thierry disait « Toute conscience veut toute confiance ». Chapitre 10. Les récits de long cours. Mess le Thierry, mal à l'aise autrement, portait toujours ses habits de bord, et plutôt sa vareuse de matelot que sa vareuse de pilote. Cela faisait plisser le petit nez de Déruchette. Rien n'est joli comme les grimaces de la Grâce en colère. Elle grondait et riait. « Bon père !» s'écriait-elle. « Pouah ! Vous sentez le goudron !» Et elle lui donnait une petite tape sur sa grosse épaule. Ce bon vieux héros de la mer avait rapporté de ses voyages des récits surprenants. Il avait vu, à Madagascar, des plumes d'oiseaux dont 3 suffisaient à faire le toit d'une maison. Il avait vu, dans l'Inde, des tiges d'oseille hautes de 9 pieds. Il avait vu, dans la Nouvelle-Hollande, des troupeaux de dindons et d'oies menés et gardés par un chien de berger, qui est un oiseau, et qu'on appelle l'agami. Il avait vu des cimetières d'éléphants. Il avait vu, en Afrique, des gorilles, espèces d'hommes-tigres, de 7 pieds de haut. Il connaissait les mœurs de tous les singes, depuis le macaque sauvage qu'il appelait macaco bravo, jusqu'au macaque hurleur qu'il appelait macaco barbado. Au Chili, il avait vu une guenon attendrir les chasseurs en leur montrant son petit. Il avait vu en Californie un tronc d'arbre creux tomber à terre dans l'intérieur duquel un homme à cheval pouvait faire 150 pas. Il avait vu au Maroc les Mozabites et les Biscris se battre à coups de matraque et de barre de fer. Les Biscris pour avoir été traités de kelb, qui veut dire chien, et les Mozabites pour avoir été traités de kamzi, qui veut dire gens de la 5e secte. Il avait vu en Chine couper en petits morceaux le pirate Shan Tong Kan Larkwa pour avoir assassiné le hap d'un village. À Tudanmot, il avait vu un lion enlever une vieille femme en plein marché de la ville. Il avait assisté à l'arrivée du grand serpent venant du canton à Saigon pour célébrer dans la pagode de Cholen la fête de Kanam, déesse des navigateurs. Il avait contemplé, chez les Moy, le grand Kansu. À Rio Janeiro, il avait vu les dames brésiliennes se mettre le soir dans les cheveux de petites bulles de gaz contenant chacune une vagalumes, belle mouche à phosphore, ce qui les coiffe d'étoiles. Il avait combattu dans l'Uruguay les fourmilières et dans le Paraguay les araignées d'oiseaux, velues, grosses comme une tête d'enfant, couvrant de leurs pattes un diamètre d'un tiers d'aune, et attaquant l'homme auquel elles lancent leurs poils qui s'enfoncent comme des flèches dans la chair et y soulèvent des pustules. Sur le fleuve Arinos, affluent du Tocantins, dans les forêts vierges au nord de Diamantina, il avait constaté l'effrayant peuple chauve-souris, les murciélagos, hommes qui naissent avec les cheveux blancs et les yeux rouges, habitent le sombre des bois, dorment le jour, s'éveillent la nuit, et pêchent et chassent dans les ténèbres, voyant mieux quand il n'y a pas de lune. Près de Beyrouth, dans un campement d'une expédition dont il faisait partie, un pluviomètre ayant été volé dans une tente, un sorcier, habillé de 2 ou 3 bandelettes de cuir et ressemblant à un homme qui serait vêtu de ses bretelles, avait si furieusement agité une sonnette au bout d'une corne qu'une hyène était venue rapporter le pluviomètre. Cette hyène était la voleuse. Ces histoires vraies ressemblaient tant à des contes qu'elles amusaient Déruchette.
La poupée de la Durande était le lien entre le bateau et la fille. On nomme poupée, dans les îles normandes, la figure taillée dans la proue, statue de bois sculptée à peu près. De là, pour dire naviguer, cette locution locale, être entre poupe et poupée. La poupée de la Durande était particulièrement chère à Mess Lethierry. Il l'avait commandée au charpentier, ressemblante à Déruchette. Elle ressemblait à coups de hache. C'était une bûche, faisant effort pour être une jolie fille. Ce bloc, légèrement difforme, faisait illusion à Mess Lethierry. Il le considérait avec une contemplation de croyant. Il était de bonne foi devant cette figure. Il y reconnaissait parfaitement Déruchette. C'est un peu comme cela que le dogme ressemble à la vérité, et l'idole à Dieu. Mess Lethierry avait 2 grandes joies par semaine. Une joie le mardi et une joie le vendredi. Première joie, voir partir la Durande. Deuxième joie, la voir revenir. Il s'accoudait à sa fenêtre, regardait son œuvre et était heureux. Il y a quelque chose de cela dans la Genèse. Et vidit quod esset bonum. Le vendredi, la présence de Mess Lethierry à sa fenêtre valait un signal. Quand on voyait, à la croisée des bravées, s'allumer sa pipe, on disait « Ah, le bateau à vapeur est à l'horizon !» Une fumée annonçait l'autre. La Durande, en rentrant au port, nouait son câble sous les fenêtres de Mess Lethierry à un gros anneau de fer scellé dans le soubassement des bravées. Ces nuits-là, Lethierry faisait un admirable somme dans son branle, sentant d'un côté Déruchette endormie et de l'autre Durande amarrée. Le lieu d'amarrage de la Durande était voisin de la cloche du port. Il y avait là, devant la porte des bravées, un petit bout de quai. Ce quai, les bravées, la maison, le jardin, les ruettes bordées de haies, la plupart même des habitations environnantes, n'existent plus aujourd'hui. L'exploitation du granit de Guernesey a fait vendre ces terrains. Tout cet emplacement est occupé, à l'heure où nous sommes, par des chantiers de casseurs de pierre. Chapitre 11. Coup d'œil sur les maris éventuels. Déruchette grandissait et ne se mariait pas. Mess Lethierry, en faisant une fille aux mains blanches, l'avait rendue difficile. Ces éducations-là se retournent plus tard contre vous. Du reste, il était, quant à lui, plus difficile encore. Le mari qu'il imaginait pour Déruchette était aussi un peu un mari pour Durande. Il eût voulu pourvoir d'un coup ses 2 filles. Il eût voulu que le conducteur de l'une pût être aussi le pilote de l'autre. Qu'est-ce qu'un mari ? C'est le capitaine d'une traversée. Pourquoi pas le même patron à la fille et au bateau ? Un ménage obéit au mari. Qui sait mener une barque, sait mener une femme. Ce sont les 2 sujettes de la lune et du vent. Sieur Clubin, n'ayant guère que 15 ans de moins que Mess Lethierry, ne pouvait être pour Durande qu'un patron provisoire. Il fallait un pilote jeune, un patron définitif, un vrai successeur du fondateur, de l'inventeur, du créateur. Le pilote définitif de Durande serait un peu le gendre de Mess Lethierry. Pourquoi ne pas fondre les 2 gendres dans un ? Il caressait cette idée. Il voyait, lui aussi, apparaître dans ses songes un fiancé, un puissant gabier basané et fauve, athlète de la mer. Voilà son idéal. Ce n'était pas tout à fait celui de Déruchette. Elle faisait un rêve plus rose. Quoi qu'il en fût, l'oncle et la nièce semblaient être d'accord pour ne point se hâter. Quand on avait vu Déruchette devenir une héritière probable, les partis s'étaient présentés en foule. Ces empressements-là ne sont pas toujours de bonne qualité. Mess Lethierry le sentait. Il grommelait. Fille d'or, épouseur de cuivre. Et il éconduisait les prétendants. Il attendait.
elle de même. Chose singulière, il tenait peu à l'aristocratie. De ce côté-là, Mess Lethierry était un Anglais invraisemblable. On croira difficilement qu'il avait été jusqu'à refuser pour Déruchette un Ganduel de Jersey et un Bugnet Nicolin de Sercq. On n'a pas même craint d'affirmer, mais nous doutons que cela soit possible, qu'il n'avait point accepté une ouverture venant de l'aristocratie d'Aurigny, et qu'il avait décliné les propositions d'un membre de la famille Édou, laquelle, évidemment, descend d'Édouard le Confesseur. Chapitre 12. Exception dans le caractère de Lethierry. Mess Lethierry avait un défaut, un gros. Il haïssait non quelqu'un, mais quelque chose. Le prêtre. Un jour, lisant, car il lisait, dans Voltaire, car il lisait Voltaire, ces mots « Les prêtres sont des chats », il posa le livre et on l'entendit grommeler à demi-voix « Je me sens chien ». Il faut se souvenir que les prêtres, les léthuriens et les calvinistes, comme les catholiques, l'avaient, dans sa création de Devil Boat locale, vivement combattu et doucement persécuté. Être révolutionnaire en navigation, essayer d'ajuster un progrès à l'archipel normand, faire essuyer à la pauvre petite île de Guernesey les plâtres d'une invention nouvelle, c'était là, nous ne l'avons point dissimulé, une témérité damnable. Aussi l'avait-on un peu damné. Nous parlons ici, qu'on ne l'oublie pas, du clergé ancien, bien différent du clergé actuel, qui, dans presque toutes les églises locales, a une tendance libérale vers le progrès. On avait entravé Lethierry de 100 manières. Toute la quantité d'obstacles qu'il peut y avoir dans les prêches et dans les sermons lui avait été opposée. Détesté des hommes d'église, il les détestait. Leur haine était la circonstance atténuante de la sienne. Mais, disons-le, son aversion des prêtres était idiosyncrasique. Il n'avait pas besoin pour les haïr d'en être haï. Comme il le disait, il était le chien de ses chats. Il était contre eux par l'idée et, ce qui est le plus irréductible, par l'instinct. Il sentait leurs griffes latentes et il montrait les dents. Un peu à tort et à travers, convenons-en. Et pas toujours à propos. Ne point distinguer est un tort. Il n'y a pas de bonne haine en bloc. Le vicaire savoyard n'eût point trouvé grâce devant lui. Il n'est pas sûr que, pour Mess Lethierry, il y eût un bon prêtre. À force d'être philosophe, il perdait un peu de sagesse. L'intolérance des tolérants existe, de même que la rage des modérés. Mais Lethierry était si débonnaire qu'il ne pouvait être vraiment haineux. Il repoussait plutôt qu'il n'attaquait. Il tenait les gens d'église à distance. Il lui avait fait du mal. Il se bornait à ne pas leur vouloir de bien. La nuance entre leur haine et la sienne, c'est que la leur était animosité et que la sienne était antipathie. Guernesey, toute petite île qu'elle est, a de la place pour deux religions. Elle contient de la religion catholique et de la religion protestante. Ajoutons qu'elle ne met point les deux religions dans la même église. Chaque culte a son temple ou sa chapelle. En Allemagne, à Heidelberg, par exemple, on n'y fait pas tant de façons. On coupe l'église en deux. Une moitié à Saint-Pierre, une moitié à Calvin. Entre deux, une cloison pour prévenir les gourmades. Part égale. Les catholiques ont 3 autels, les huguenots ont 3 autels. Comme ce sont les mêmes heures d'office, la cloche unique sonne à la fois pour les 2 services. Elle appelle en même temps à Dieu et au diable. Simplification. Le flegme allemand s'accommode de ces voisinages. Mais à Guernesey, chaque religion est chez elle. Il y a la paroisse orthodoxe et il y a la paroisse hérétique. On peut choisir. Ni l'une ni l'autre. Tel avait été le choix de Mess Lethierry. Ce matelot, cet ouvrier, ce philosophe, ce parvenu du travail, très simple en apparence,
n'était pas du tout simple, au fond. Il avait ses contradictions et ses opiniâtretés. Sur le prêtre, il était inébranlable. Il eût rendu des points à Montlosier. Il se permettait des railleries très déplacées. Il avait des mots à lui, bizarres, mais ayant un sens. Aller à confesse, il appelait cela « peigner sa conscience ». Le peu de lettres qu'il avait, bien peu, une certaine lecture glanée çà et là, entre deux bourrasques, se compliquait de fautes d'orthographe. Il avait aussi des fautes de prononciation, pas toujours naïves. Quand la paix fut faite par Waterloo entre la France de Louis XVIII et l'Angleterre de Wellington, Mess Lethierry dit « Bourmont a été le traître d'union entre les deux camps ». Une fois, il écrivit « papoter »,« pape »,« ôter ». Nous ne pensons pas que ce fût exprès. Cet antipapisme ne lui conciliait point les anglicans. Il n'était pas plus aimé des recteurs protestants que des curés catholiques. En présence des dogmes les plus graves, son irréligion éclatait presque sans retenue. Un hasard l'ayant conduit à un sermon sur l'enfer du révérend Jacquemin Hérode, sermon magnifique, rempli d'un bout à l'autre de textes sacrés prouvant les peines éternelles, les supplices, les tourments, les damnations, les châtiments inexorables, les brûlements sans fin, les malédictions inextinguibles, les colères de la toute-puissance, les fureurs célestes, les vengeances divines, chose incontestable, on l'entendit, en sortant avec un des fidèles, dire doucement « Voyez-vous, moi, j'ai une drôle d'idée. Je m'imagine que Dieu est bon. » Ce levain d'athéisme lui venait de son séjour en France. Quoique guernesiais et assez pur sang, on l'appelait dans l'île le français, à cause de son esprit improper. Lui-même ne s'en cachait point. Il était imprégné d'idées subversives. Son acharnement de faire ce bateau à vapeur, ce Devil's Boat, l'avait bien prouvé. Il disait « J'ai tété 89 ». Ce n'est point là un bon lait. Du reste, des contresens, il en faisait. Il est très difficile de rester entier dans les petits pays. En France, garder les apparences. En Angleterre, être respectable. La vie tranquille est à ce prix. Être respectable, cela implique une foule d'observances, depuis le dimanche bien sanctifié jusqu'à la cravate bien mise. Ne pas se faire montrer au doigt, voilà encore une loi terrible. Être montré au doigt, c'est le diminutif de l'anathème. Les petites villes, marais de commères, excellents dans cette malignité isolante, qui est la malédiction vue par le petit bout de la lorgnette. Les plus vaillants redoutent ce raca. On affronte la mitraille, on affronte l'ouragan, on recule devant madame Pain-Bêche. Mess Lethierry était plutôt tenace que logique. Mais sous cette pression, sa ténacité même fléchissait. Il mettait, autre locution pleine de concessions latentes et parfois inavouables, de l'eau dans son vin. Il se tenait à l'écart des hommes du clergé, mais il ne leur fermait point résolument sa porte. Aux occasions officielles et aux époques voulues des visites pastorales, il recevait d'une façon suffisante soit le recteur luthérien, soit le chapelain papiste. Il lui arrivait, de loin en loin, d'accompagner à la paroisse anglicane Déruchette, laquelle elle-même, nous l'avons dit, n'y allait qu'aux 4 grandes fêtes de l'année. Somme toute, ces compromis qui lui coûtaient l'irritaient, et, loin de l'incliner vers les gens d'église, augmentaient son escarpement intérieur. Il s'en dédommageait par plus de moqueries. Cet être sans amertume n'avait d'âcreté que de ce côté-là. Aucun moyen de l'amender là-dessus. De fait et absolument, c'était là son tempérament, et il fallait en prendre son parti. Tout clergé lui déplaisait. Il avait l'irrévérence révolutionnaire. D'une forme à l'autre du culte, il distinguait peu. Il ne rendait même pas justice à ce grand progrès. Ne point croire à la présence réelle.
Sa myopie en ces choses allait jusqu'à ne point voir la nuance entre un ministre et un abbé. Il confondait un révérend docteur avec un révérend père. Il disait « Wesley ne vaut pas mieux que Loyola ». Quand il voyait passer un pasteur avec sa femme, il se détournait. « Prêtre marié », disait-il avec l'accent absurde que ces deux mots avaient en France à cette époque. Il contait qu'à son dernier voyage en Angleterre, il avait vu l'évêchesse de Londres. Ses révoltes sur ce genre d'union allaient jusqu'à la colère. « Une robe n'épouse pas une robe !» s'écriait-il. Le sacerdoce lui faisait l'effet d'un sexe. Il eût volontiers dit « ni homme, ni femme, prêtre ». Il appliquait avec mauvais goût au clergé anglican et au clergé papiste les mêmes épithètes dédaigneuses. Il enveloppait les deux soutanes dans la même phraséologie, et il ne se donnait pas la peine de varier, à propos des prêtres, quels qu'ils fussent, catholiques ou luthériens, les métonymies soldatesques usitées dans ce temps-là. Il disait à Déruchette « Marie-toi avec qui tu voudras, pourvu que ce ne soit pas avec un calotin. » Chapitre 13. L'insouciance fait partie de la grâce. Une fois une parole dite, Mess Lethierry s'en souvenait. Une fois une parole dite, Déruchette l'oubliait. Là était la nuance entre l'oncle et la nièce. Déruchette, élevée comme on l'a vu, s'était accoutumée à peu de responsabilité. Il y a, insistons-y, plus d'un péril latent dans une éducation pas assez prise au sérieux. Vouloir faire son enfant heureux trop tôt, c'est peut-être une imprudence. Déruchette croyait que, pourvu qu'elle fût contente, tout était bien. Elle sentait d'ailleurs son oncle joyeux de la voir joyeuse. Elle avait à peu près les idées de Mess Lethierry. Sa religion se satisfaisait d'aller à la paroisse 4 fois par an. On la vit en toilette pour Noël. De la vie, elle ignorait tout. Elle avait tout ce qu'il faut pour être un jour folle d'amour. En attendant, elle était gaie. Elle chantait au hasard, jasait au hasard, vivait devant elle, jetait un mot et passait, faisait une chose et fuyait, était charmante. Joignez à cela la liberté anglaise. En Angleterre, les enfants vont seuls, les filles sont leurs maîtresses, l'adolescence à la bride sur le cou. Telles sont les mœurs. Plus tard, ces filles libres font des femmes esclaves. Nous prenons ici ces deux mots en bonne part. Libre dans la croissance, esclave dans le devoir. Déruchette s'éveillait chaque matin avec l'inconscience de ses actions de la veille. Vous l'eussiez bien embarrassée en lui demandant ce qu'elle avait fait la semaine passée. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir, à de certaines heures troubles, un malaise mystérieux, et de sentir on ne sait quel passage du sombre de la vie sur son épanouissement et sur sa joie. Ces azurs-là ont ces nuages-là. Mais ces nuages s'en allaient vite. Elle en sortait par un éclat de rire, ne sachant pourquoi elle avait été triste, ni pourquoi elle était sereine. Elle jouait avec tout. Son espièglerie becquetait les passants. Elle faisait des malices aux garçons. Si elle eût rencontré le diable, elle n'en eût pas eu pitié. Elle lui eût fait une niche. Elle était jolie, et en même temps si innocente qu'elle en abusait. Elle donnait un sourire comme un jeune chat donne un coup de griffe. Tant pis pour les gratigner. Elle n'y songeait plus. Hier n'existait pas pour elle. Elle vivait dans la plénitude d'aujourd'hui. Voilà ce que c'est que trop de bonheur. Chez Déruchette, le souvenir s'évanouissait comme la neige fond. Livre 4e. Le bug pipe. Chapitre 1. Première rougeur d'une aurore ou d'un incendie. Gilliatt n'avait jamais parlé à Déruchette. Il la connaissait pour l'avoir vue de loin, comme on connaît l'étoile du matin. À l'époque où Déruchette avait rencontré Gilliatt dans le chemin de Saint-Pierre-Port au Val et lui avait fait la surprise d'écrire son nom sur la neige, elle avait 16 ans. La veille précisément, Mess Lethierry lui avait dit « Ne fais plus d'enfantillage,
te voilà grande fille. » Ce nom, Gilliatt, écrit par cet enfant, était tombé dans une profondeur inconnue. Qu'était-ce que les femmes pour Gilliatt ? Lui-même n'aurait pu le dire. Quand il en rencontrait une, il lui faisait peur, et il en avait peur. Il ne parlait à une femme qu'à la dernière extrémité. Il n'avait jamais été le galant d'aucune campagnarde. Quand il était seul dans un chemin et qu'il voyait une femme venir vers lui, il enjambait une clôture de courtils ou se fourrait dans une broussaille, et s'en allait. Il évitait même les vieilles. Il avait vu dans sa vie une Parisienne de passage, étrange événement pour Guernesey à cette époque lointaine. Et Gilliatt avait entendu cette Parisienne raconter en ces termes ses malheurs. « Je suis très ennuyée. Je viens de recevoir des gouttes de pluie sur mon chapeau. Il est abricot, et c'est une couleur qui ne pardonne pas. » Ayant trouvé plus tard, entre les feuillets d'un livre, une ancienne gravure de mode représentant une dame de la chaussée d'Antin, en grande toilette, il l'avait collée à son mur, en souvenir de cette apparition. Les soirs d'été, il se cachait derrière les rochers de la crique Houmet-Paradis pour voir les paysannes se baigner en chemise dans la mer. Un jour, à travers une haie, il avait regardé la sorcière de Torteval remettre sa jarretière. Il était probablement vierge. Ce matin de Noël où il rencontra Déruchette et où elle écrivit son nom en riant, il rentra chez lui, ne sachant plus pourquoi il était sorti. La nuit venue, il ne dormit pas. Il songea à 1000 choses. Qu'il ferait bien de cultiver des radis noirs dans son jardin, que l'exposition était bonne, qu'il n'avait pas vu passer le bateau de Sercq. Était-il arrivé quelque chose à ce bateau ? Qu'il avait vu des triques madame en fleurs, chose rare pour la saison. Il n'avait jamais su au juste ce que lui était la vieille femme qui était morte. Il se dit que, décidément, elle devait être sa mère, et il pensa à elle avec un redoublement de tendresse. Il pensa au trousseau de femmes qui étaient dans la malle de cuir. Il pensa que le révérend Jacquemin Hérode serait probablement un jour ou l'autre nommé doyen de Saint-Pierre-Port, subrogé de l'évêque, et que le rectorat de Saint-Sampson deviendrait vacant. Il pensa que le lendemain de Noël, on serait au 27e jour de la lune, et que par conséquent, la haute mer serait à 3h21, la demi-retirée à 7h15, la basse mer à 9h33 et la demi-montée à 12h39. Il se rappela dans les moindres détails le costume du Highlander qui lui avait vendu le Buck-Pipe, son bonnet orné d'un chardon, sa claymore, son habit serré aux pans courts et carrés, son jupon, le silt ou filabert orné de la bourse sporane et du smushing-meule, tabatière de cornes, son épingle faite d'une pierre écossaise, ses 2 ceintures, la sashwise et le belt, son épée, le sword, son coutelas, le dirk et le skene du, couteau noir et poignée noire ornés de 2 kergoroms. Et les genoux nus de ce soldat, ses bas, ses guêtres quadrillées et ses souliers à boucles. Cet équipement devint un spectre, le poursuivit, lui donna la fièvre et l'assoupit. Il se réveilla au grand jour, et sa première pensée fut Déruchette. Le lendemain, il dormit, mais il revit toute la nuit le soldat écossais. Il se dit à travers son sommeil que les chefs plaides, d'après Noël, seraient tenus le 21 janvier. Il rêva aussi du vieux recteur Jacquemin Hérode. En se réveillant, il songea à Déruchette, et il eut contre elle une violente colère. Il regretta de ne plus être petit, parce qu'il irait jeter des pierres dans ses carreaux. Puis il pensa que, s'il était petit, il aurait sa mère, et il se mit à pleurer. Il forma le projet d'aller passer 3 mois à Chauzet et au Minquier. Pourtant, il ne partit pas. Il ne remit plus les pieds dans la route de Saint-Pierre-Port-au-Val. Il se figurait que son nom, Gilliatt, était resté là, gravé sur la terre, et que tous les passants devaient le regarder. Chapitre 2. Entrer, pas à pas,
dans l'inconnu. En revanche, il voyait tous les jours les bravées. Il ne le faisait pas exprès, mais il allait de ce côté-là. Il se trouvait que son chemin était toujours de passer par le sentier qui longeait le mur du jardin de Déruchette. Un matin, comme il était dans ce sentier, une femme du marché qui revenait des bravées dit à une autre « Miss Lethierry aime les sea kales. » Il fit dans son jardin du but de la rue une fosse à sea kales. Le sea kale est un chou qui a le goût de l'asperge. Le mur du jardin des bravées était très bas, on pouvait l'enjamber. L'idée de l'enjamber lui eût paru épouvantable, mais il n'était pas défendu d'entendre en passant, comme tout le monde, les voix des personnes qui parlaient dans les chambres ou dans le jardin. Il n'écoutait pas, mais il entendait. Une fois, il entendit les 2 servantes, douces et grasses, se quereller. C'était un bruit dans la maison. Cette querelle lui resta dans l'oreille comme une musique. Une autre fois, il distingua une voix qui n'était pas comme celle des autres et qui lui sembla devoir être la voix de Déruchette. Il prit la fuite. Les paroles que cette voix avait prononcées demeurèrent à jamais gravées dans sa pensée. Il se les redisait à chaque instant. Ces paroles étaient « Vous plairait-il me bailler le genêt ?» Par degrés, il s'enhardit. Il osa s'arrêter. Il arriva une fois que Déruchette, impossible à apercevoir du dehors, quoique sa fenêtre fût ouverte, était à son piano et chantait. Elle chantait son air, Bonnie Dundee. Il devint très pâle, mais il poussa la fermeté jusqu'à écouter. Le printemps arriva. Un jour, Gilliatt eut une vision. Le ciel s'ouvrit. Gilliatt vit Déruchette arroser des laitues. Bientôt, il fit plus que s'arrêter. Il observa ses habitudes, il remarqua ses heures, et il attendit. Il avait bien soin de ne pas se montrer. Peu à peu, en même temps que les massifs se remplissaient de papillons et de roses, immobile et muet des heures entières, caché derrière ce mur, vu de personne, retenant son haleine, il s'habitua à voir Déruchette aller et venir dans le jardin. On s'accoutume au poison. De la cachette où il était, il entendait souvent Déruchette causer avec mess Lethierry sous une épaisse tonnelle de charmille où il y avait un banc. Les paroles venaient distinctement jusqu'à lui. Que de chemin il avait fait. Maintenant, il en était venu à guetter et à prêter l'oreille. Hélas, le cœur humain est un vieil espion. Il y avait un autre banc, visible et tout proche, au bord d'une allée. Déruchette s'y asseyait quelquefois. D'après les fleurs qu'il voyait Déruchette cueillir et respirer, il avait deviné ses goûts en fait de parfum. Le liseron était l'odeur qu'elle préférait, puis l'œillet, puis le chèvrefeuille, puis le jasmin. La rose n'était que la 5e. Elle regardait le lys, mais elle ne le respirait pas. D'après ce choix de parfum, Gilliatt la composait dans sa pensée. À chaque odeur, il rattachait une perfection. La seule idée d'adresser la parole à Déruchette lui faisait dresser les cheveux. Une bonne vieille chineuse que son industrie ambulante ramenait de temps en temps dans la ruette, longeant l'enclos des bravées, en vint à remarquer confusément les assiduités de Gilliatt pour cette muraille et sa dévotion à ce lieu désert. Rattacha-t-elle la présence de cet homme devant ce mur à la possibilité d'une femme derrière ce mur? Aperçut-elle ce vague fil invisible? Était-elle, en sa décrépitude mendiante, restée assez jeune pour se rappeler quelque chose des belles années, et savait-elle encore, dans son hiver et dans sa nuit, ce que c'est que l'aube? Nous l'ignorons, mais il paraît qu'une fois, en passant près de Gilliatt, faisant sa faction, elle dirigea de son côté toute la quantité de sourires dont elle était encore capable, et grommela entre ses gencives « Ça chauffe !» Gilliatt entendit ces mots. Il en fut frappé. Il murmura avec un point d'interrogation intérieure. « Ça chauffe ? Que veut dire cette vieille ?» Il répéta machinalement le mot toute la journée, mais il ne le comprit pas.
Un soir qu'il était à sa fenêtre du but de la rue, 5 ou 6 jeunes filles de l'Ancresse vinrent par partie de plaisir se baigner dans la crique de Houmet. Elle jouait dans l'eau, très naïvement, à 100 pas de lui. Il ferma sa fenêtre violemment. Il s'aperçut qu'une femme nue lui faisait horreur. Chapitre 3. L'air Bonnie Dundee trouve un écho dans la colline. Derrière l'enclos du jardin des Bravées, un angle de mur couvert de houx et de lierre, encombré d'orties, avec une mauve sauvage, arborescente et un grand bouillon blanc poussant dans les granites, ce fut dans ce recoin qu'il passa à peu près tout son été. Il était là, inexprimablement pensif. Les lézards, accoutumés à lui, se chauffaient dans les mêmes pierres au soleil. L'été fut lumineux et caressant. Gilliatt avait au-dessus de sa tête le va-et-vient des nuages. Il était assis dans l'herbe. Tout était plein de bruit d'oiseaux. Il se prenait le front à 2 mains et se demandait « Mais enfin, pourquoi a-t-elle écrit mon nom sur la neige ?» Le vent de mer jetait au loin de grands souffles. Par intervalles, dans la carrière lointaine de la Vaudue, la trompe des mineurs grondait brusquement, avertissant les passants de s'écarter et qu'une mine allait faire explosion. On ne voyait pas le port de Saint-Sampson, mais on croyait les pointes des mâts par-dessus les arbres. Les mouettes volaient éparses. Gilliatt avait entendu sa mère dire que les femmes pouvaient être amoureuses des hommes, que cela arrivait quelquefois. Il se répondait « Voilà, je comprends, Déruchette est amoureuse de moi. » Il se sentait profondément triste. Il se disait « Mais elle aussi, elle pense à moi de son côté. C'est bien fait. » Il songeait que Déruchette était riche et que, lui, il était pauvre. Il pensait que le bateau à vapeur était une exécrable invention. Il ne pouvait jamais se rappeler quel quantième du mois on était. Il regardait vaguement les gros bourdons noirs à croupe jaune et ailes courtes qui s'enfoncent avec bruit dans les trous des murailles. Un soir, Déruchette rentrait se coucher. Elle s'approcha de la fenêtre pour la fermer. La nuit était obscure. Tout à coup, Déruchette prêta l'oreille. Dans cette profondeur d'ombre, il y avait une musique. Quelqu'un qui était probablement sur le versant de la colline, ou au pied des tours du château du Val, ou peut-être plus loin encore, exécutait un air sur un instrument. Déruchette reconnut sa mélodie favorite, Bonnie Dundee, jouée sur le buck-pipe. Elle n'y comprit rien. Depuis ce moment, cette musique se renouvela de temps en temps à la même heure, particulièrement dans les nuits très noires. Déruchette n'aimait pas beaucoup cela. Chapitre 4. Pour l'oncle et le tuteur, bons hommes taciturnes, les sérénades sont des tapages nocturnes. Vers d'une comédie inédite. 4 années passèrent. Déruchette approchait de ses 21 ans et n'était toujours pas mariée. Quelqu'un a écrit quelque part « Une idée fixe, c'est une vrille. Chaque année, elle s'enfonce d'un tour. Si on veut nous l'extirper la première année, on nous tirera les cheveux. La deuxième année, on nous déchirera la peau. La troisième année, on nous brisera l'os. La quatrième année, on nous arrachera la cervelle. » Gilliatt en était à cette 4e année-là. Il n'avait pas encore dit une parole à Déruchette. Il songeait du côté de cette charmante fille, c'était tout. Il était arrivé qu'une fois, se trouvant par hasard à Saint-Sampson, il avait vu Déruchette causant avec mess Lethierry devant la porte des Bravées qui s'ouvrait sur la chaussée du port. Gilliatt s'était risqué à approcher très près. Il croyait être sûr qu'au moment où il avait passé, elle avait souri. Il n'y avait à cela rien d'impossible. Déruchette entendait toujours de temps en temps le buck-pipe. Ce buck-pipe, mess Lethierry aussi l'entendait. Il avait fini par remarquer cet acharnement de musique sous les fenêtres de Déruchette. Musique tendre,
circonstance aggravante. Un galant nocturne n'était pas de son goût. Il voulait marier Déruchette le jour venu, quand elle voudrait et quand il voudrait, purement et simplement, sans roman et sans musique. Impatienté, il avait guetté, et il croyait bien avoir entrevu Gilliatt. Il s'était passé les ongles dans les favoris, signe de colère, et il avait grommelé. « Qu'a-t-il à piper, cet animal-là ? Il aime Déruchette, c'est clair. Tu perds ton temps. Qui veut Déruchette doit s'adresser à moi, et pas en jouant de la flûte. » Un événement considérable, prévu depuis longtemps, s'accomplit. On annonça que les révérends Jacquemin Hérode était nommé subrogé de l'évêque de Winchester, doyen de l'île et receveur de Saint-Pierre-Port, et qu'il quitterait Saint-Sampson pour Saint-Pierre, immédiatement après avoir installé son successeur. Le nouveau recteur ne pouvait tarder à arriver. Ce prêtre était un gentleman d'origine normande, Monsieur Joe Ebenezer Caudray, Anglaisé Caudry. On avait vu sur le futur recteur des détails que la bienveillance et la malveillance commentaient en sens inverse. On le disait jeune et pauvre, mais sa jeunesse était tempérée par beaucoup de doctrine et sa pauvreté par beaucoup d'espérance. Dans la langue spéciale créée pour l'héritage et la richesse, la mort s'appelle espérance. Il était le neveu et l'héritier du vieux et opulent doyen de Saint-Asaph. Ce doyen mort, il serait riche. Monsieur Ebenezer Caudray avait des parentés distinguées. Il avait presque droit à la qualité d'honorable. Quant à sa doctrine, on la jugeait diversement. Il était anglican, mais, selon l'expression de l'évêque Tillotson, très libertin, c'est-à-dire très sévère. Il répudiait le pharisaïsme. Il se ralliait plutôt au presbytère qu'à l'épiscopat. Il faisait le rêve de la primitive église où Adam avait le droit de choisir Ève et où Frumentanus, évêque d'Hiérapolis, enlevait une fille pour en faire sa femme en disant aux parents « Elle le veut et je le veux. Vous n'êtes plus son père et vous n'êtes plus sa mère. Je suis l'ange d'Hiérapolis. Et celle-ci est mon épouse. Le père, c'est Dieu. » S'il fallait en croire ce qu'on disait, M. Ebenezer Caudray subordonnait le texte. « Tes père et mère honorera. » Au texte, selon lui supérieur, « La femme est la chair de l'homme. La femme quittera son père et sa mère pour suivre son mari. » Du reste, cette tendance à circonscrire l'autorité paternelle et à favoriser religieusement tous les modes de formation du lien conjugal est propre à tout le protestantisme, particulièrement en Angleterre et singulièrement en Amérique. Chapitre 5. Le succès juste est toujours haï. Voici quel était à ce moment-là le bilan de mess Lethierry. La Durande avait tenu tout ce qu'elle avait promis. Mess Lethierry avait payé ses dettes, réparé ses brèches, acquitté les créances de Brême, fait face aux échéances de Saint-Malo. Il avait exonéré sa maison des bravées des hypothèques qui la grevaient. Il avait racheté toutes les petites rentes locales inscrites sur cette maison. Il était possesseur d'un grand capital productif, la Durande. Le revenu net du navire était maintenant de 1000 livres sterling et allait croissant. À proprement parler, la Durande était toute sa fortune. Elle était aussi la fortune du pays. Le transport des bœufs étant un des plus gros bénéfices du navire, on avait dû, pour améliorer l'arrimage et faciliter l'entrée et la sortie des bestiaux, supprimer les porte-manteaux et les 2 canots. C'était peut-être une imprudence. La Durande n'avait plus qu'une embarcation, la chaloupe. La chaloupe, il est vrai, était excellente. Il s'était écoulé 10 ans depuis le vol Rantaine. Cette prospérité de la Durande avait un côté faible, c'est qu'elle n'inspirait point confiance. On la croyait un hasard.
La situation de mess Lethierry n'était acceptée que comme exception. Il passait pour avoir fait une folie heureuse. Quelqu'un qui l'avait imité à cause, dans l'île de Wight, n'avait pas réussi. L'essai avait ruiné ses actionnaires. Lethierry disait « C'est que la machine était mal construite ». Mais on hochait la tête. Les nouveautés ont cela contre elles que tout le monde leur en veut. Le moindre faux pas les compromet. Un des oracles commerciaux de l'archipel normand, le banquier Jauge, de Paris, consulté sur une spéculation de bateaux à vapeur, avait, dit-on, répondu en tournant le dos. « C'est une conversion que vous me proposez là, conversion de l'argent en fumée. » En revanche, les bateaux à voile trouvaient des commandites tant qu'ils en voulaient. Les capitaux s'obstinaient pour la toile contre la chaudière. À Guernesey, la Durande était un fait, mais la vapeur n'était pas un principe. Tel est l'acharnement de la négation en présence du progrès. On disait de Lethierry « C'est bon, mais il ne recommencerait pas ». Loin d'encourager, son exemple faisait peur. Personne n'eût osé risquer une deuxième Durande. Chapitre 6. Chance qu'ont eu ces naufragés de rencontrer ce sloop. L'équinoxe s'annonce de bonne heure dans la Manche. C'est une mer étroite qui gêne le vent et l'irrite. Dès le mois de février, il y a commencement de vent d'ouest et toute la vague est secouée en tous sens. La navigation devient inquiète. Les gens de la côte regardent le mât de signal. On se préoccupe des navires qui peuvent être en détresse. La mer apparaît comme un guet-apens. Un clairon invisible sonne on ne sait quelle guerre. De grands coups d'haleine furieuse bouleversent l'horizon. Il fait un vent terrible. L'ombre siffle et souffle. Dans la profondeur des nuées, la face noire de la tempête enfle ses joues. Le vent est un danger. Le brouillard en est un autre. Les brouillards ont été de tout temps craints des navigateurs. Dans certains brouillards sont en suspension des prismes microscopiques de glace auxquels Mariotte attribue les halos, les parélies et les parasélènes. Les brouillards orageux sont composites. Des vapeurs diverses, de pesanteurs spécifiques inégales, s'y combinent avec la vapeur d'eau et se superposent dans un ordre qui divise la brume en zones et fait du brouillard une véritable formation. L'iode est en bas, le soufre au-dessus de l'iode, le brome au-dessus du soufre, le phosphore au-dessus du brome. Ceci, dans une certaine mesure, en faisant la part de la tension électrique et magnétique, explique plusieurs phénomènes. Le feu Saint-Elme de Colomb et de Magellan, les étoiles volantes mêlées aux navires dont parle Sénèque, les deux flammes Castor et Pollux dont parle Plutarque, la légion romaine dont César crut voir les javelots prendre feu, la pique du château de Duino dans le Frioul que le soldat de garde faisait étinceler en la touchant du fer de sa lance, et peut-être même ces fulgurations d'en bas que les anciens appelaient les éclairs terrestres de Saturne. À l'équateur, une immense brume permanente semble nouée autour du globe. C'est le cloud ring, l'anneau des nuages. Le cloud ring a pour fonction de refroidir le tropique, de même que le Gulf Stream a pour fonction de réchauffer le pôle. Sous le cloud ring, le brouillard est fatal. Ce sont les latitudes des chevaux, horse latitude. Les navigateurs des derniers siècles jetaient là les chevaux à la mer, en temps d'orage pour s'alléger, en temps de calme pour économiser la provision d'eau. Colomb disait « Nobe abajo es muerte ». Le nuage bas est la mort. Les Étrusques, qui sont pour la météorologie ce que les Chaldéens sont pour l'astronomie, avaient deux pontificats, le pontificat du tonnerre et le pontificat de la nuée,
Les fulgurateurs observaient les éclairs et les aquilèges observaient le brouillard. Le collège des prêtres augures de Tarquini était consulté par les Tyriens, les Phéniciens, les Pélasges et tous les navigateurs primitifs de l'antique mar interne. Le mode de génération des tempêtes était dès lors entrevu. Il est intimement lié au mode de génération des brouillards, et c'est, à proprement parler, le même phénomène. Il existe sur l'océan 3 régions des brumes, une équatoriale, 2 polaires. Les marins leur donnent un seul nom, le pot au noir. Dans tous les parages et surtout dans la Manche, les brouillards d'équinoxe sont dangereux. Ils font brusquement la nuit sur mer. Un des périls du brouillard, même quand il n'est pas très épais, c'est d'empêcher de reconnaître le changement de fond par le changement de couleur de l'eau. Il en résulte une dissimulation redoutable de l'approche des brisants et des bas-fonds. On est près d'un écueil sans que rien vous en avertisse. Souvent, les brouillards ne laissent au navire en marche d'autres ressources que de mettre en panne ou de jeter l'ancre. Il y a autant de naufrages de brouillard que de vent. Pourtant, après une bourrasque fort violente qui succéda à une de ces journées de brouillard, le sloop de poste Cashmere arriva parfaitement d'Angleterre. Il entra à Saint-Pierre-Port au premier rayon du jour sortant de la mer, au moment même où le château Cornet tirait son coup de canon au soleil. Le ciel s'était éclairci. Le sloop Cashmere était attendu comme devant amener le nouveau recteur de Saint-Sampson. Peu après l'arrivée du sloop, le bruit se répandit dans la ville qu'il avait été accosté la nuit en mer par une chaloupe contenant un équipage naufragé. Chapitre 7. Chance qu'a eu ce flâneur d'être aperçu par ce pêcheur. Cette nuit-là, Gilliatt, au moment où le vent avait molli, était allé pêcher, sans toutefois pousser la panse trop loin de la côte. Comme il rentrait, à la marée montante, vers 2 heures de l'après-midi, par un très beau soleil, en passant devant la corne de la bête pour gagner l'anse du but de la rue, il lui sembla voir dans la projection de la chaise Gilde Holm Ur une ombre portée qui n'était pas celle du rocher. Il laissa arriver la panse de ce côté, et il reconnut qu'un homme était assis dans la chaise Gilde Holm Ur. La mer était déjà très haute, la roche était cernée par le flot, le retour n'était plus possible. Gilliatt fit à l'homme de grands gestes. L'homme resta immobile. Gilliatt approcha. L'homme était endormi. Cet homme était vêtu de noir. « Cela a l'air d'un prêtre », pensa Gilliatt. Il approcha plus près encore et vit un visage d'adolescent. Ce visage lui était inconnu. La roche, heureusement, était à pic. Il y avait beaucoup de fond. Gilliatt effaça et parvint à longer la muraille. La marée soulevait assez la barque pour que Gilliatt, en se haussant debout sur le bord de la panse, pût atteindre aux pieds de l'homme. Il se dressa sur le bordage et éleva les mains. S'il fût tombé en ce moment-là, il est douteux qu'il eût reparu sur l'eau. La lame battait. Entre la panse et le rocher, l'écrasement était inévitable. Il tira le pied de l'homme endormi. « Eh, que faites-vous là ?» L'homme se réveilla. « Je regarde, » dit-il. Il se réveilla tout à fait et reprit. « J'arrive dans le pays. Je suis venu par ici en me promenant. J'ai passé la nuit en mer. J'ai trouvé la vue belle. J'étais fatigué. Je me suis endormi. » 10 minutes plus tard, vous étiez noyé, dit Gilliatt. Bah. Sautez dans ma barque. Gilliatt maintint la barque du pied, se cramponna d'une main au rocher et tendit l'autre main à l'homme vêtu de noir, qui sauta lestement dans le bateau. C'était un très beau jeune homme. Gilliatt prit l'aviron, et en 2 minutes, la panse arriva dans l'anse du but de la rue. Le jeune homme avait un chapeau rond et une cravate blanche.
Sa longue redingote noire était boutonnée jusqu'à la cravate. Il avait des cheveux blonds en couronne, le visage féminin, l'œil pur, l'air grave. Cependant, la panse avait touché terre. Gilliatt passa le câble dans l'anneau d'amarre, puis se tourna et vit la main très blanche du jeune homme qui lui présentait un souverain d'or. Gilliatt écarta doucement cette main. Il y eut un silence. Le jeune homme le rompit. « Vous m'avez sauvé la vie. »« Peut-être, » répondit Gilliatt. L'amarre était nouée. Ils sortirent de la barque. Le jeune homme reprit. « Je vous dois la vie, monsieur. »« Qu'est-ce que ça fait ?» Cette réponse de Gilliatt fut encore suivie d'un silence. « Êtes-vous de cette paroisse ?» demanda le jeune homme. « Non, » répondit Gilliatt. « De quelle paroisse êtes-vous » Gilliatt leva la main droite, montra le ciel et dit « De celle-ci ». Le jeune homme le salua et le quitta. Au bout de quelques pas, le jeune homme s'arrêta, fouilla dans sa poche, en tira un livre et revint vers Gilliatt en lui tendant le livre. « Permettez-moi de vous offrir ceci. » Gilliatt prit le livre. C'était une Bible. Un instant après, Gilliatt, accoudé sur son parapet, regardait le jeune homme tourner l'angle du sentier qui va à Saint-Sampson. Peu à peu, il baissa la tête, oublia ce nouveau venu, ne sut plus si la chaise Gild-Holm-Ur existait, et tout disparut pour lui dans l'immersion sans fond de la rêverie. Gilliatt avait un abîme, Déruchette. Une voix qui l'appelait le tira de cette ombre. « Hé, Gilliatt !» Il reconnut la voix et leva les yeux. « Qu'y a-t-il, sieur Landois ?» C'était en effet sieur Landois qui passait sur la route à 100 pas du but de la rue dans son phaéton. Il s'était arrêté pour héler Gilliatt, mais il semblait affairé et pressé. « Il y a du nouveau, Gilliatt. »« Où ça ?»« Au Bravé. »« Quoi donc ?»« Je suis trop loin pour vous conter cela. » Gilliatt frissonna. « Est-ce que Miss Déruchette se marie ?»« Non, il s'en faut. » « Que voulez-vous dire ?»« Allez au Bravé, vous le saurez. » Et sieur Landois fouetta son cheval. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.